Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Raphaël Imbert. Merci Raphaël. Alors Raphaël, quand il a su que nous recevions Souleymane Bachir Diagne, il m'a dit, il n'est pas question que Souleymane soit accueilli uniquement par toi. Moi aussi, je veux l'accueillir en musique. Tout ce que je fais s'inscrit dans le fil de sa pensée. Donc, je veux aussi l'exprimer en musique. Et donc, voilà, il s'est imposé avec beaucoup d'amitié. Il a voulu introduire. Et Raphaël, donc, sens-toi libre à tout moment d'intervenir musicalement pour apporter des compléments à la réflexion de Souleymane Bachir Diagne, d'autant que Raphaël est non seulement le directeur d'un grand conservatoire et d'un grand lieu musical à Marseille, mais il a écrit un livre, Jazz Suprême, qui réfléchit aux sources spirituelles du jazz et qui s'inscrit pleinement dans la réflexion sur l'universel post-colonial qu'on va entamer avec Souleymane Bachir Diagne. Merci donc Raphaël. Alors Souleymane, vous êtes philosophe, on est très très heureux, je suis très heureux de vous accueillir ici parce que vous êtes philosophe plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, même si ça se complique de ce côté-là pour le moment, mais vous êtes philosophe basé à New York et on a bénéficié du fait que vous êtes pour le moment fellow à Cambridge et que vous publiez aussi un livre, donc vous êtes un peu européen dans les semaines qui viennent et donc je suis très heureux de vous accueillir et on a la chance de vous avoir donc pour ces rencontres Michel Serres. On ne vous présente plus, mais tout de même, vous êtes né au Sénégal, passé par l'école normale supérieure à Paris et l'université au Sénégal. Vous êtes aujourd'hui professeur, je l'ai dit, donc à l'université Columbia, professeur émérite, je crois, à l'université Columbia de New York, mais aussi donc fellow de Cambridge. Vous êtes un penseur de l'universel, mais de l'universel à partir de l'hybridation. Vous avez commencé vos travaux en logique, dans une logique très très pointue, combinant à la fois une pensée très rationnelle sur la logique et une pensée axée sur la question de la croyance et de l'islam en particulier, aussi bien de Bergson que du décolonial. Bref, vous croisez les sources pour précisément réfléchir à un universel post-colonial, post-impérial qui abandonne la posture dogmatique de l'universalisme, du premier âge de l'universalisme, pour réfléchir à ce que vous appelez dans les pas de Maurice Merleau-Ponty, à un universel latéral, fruit du dialogue et des rencontres entre les traditions, plutôt que de l'imposition d'une norme unique, celle du plus puissant en général, à tous.
Vous avez publié de très nombreux livres, je l'ai dit, certains consacrés à Senghor et à l'art africain, d'autres à la question de la pensée en Afrique, Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, d'autres à l'islam, notamment un livre publié chez Philosophie Magazine d'ailleurs, de dialogue avec Rémi Brague, La controverse, dialogue sur l'islam. Vous êtes aussi un grand défenseur de la traduction, pas au sens uniquement linguistique, mais au sens philosophique, l'auteur de L'universaliser, l'humanité par les moyens d'humanité, chez Albin Michel, et la semaine prochaine sort un livre dont on va parler aujourd'hui, que je vous invite tous à vous saisir, parce qu'il parle du Louvre, mais de l'universel au Louvre, on y viendra, et donc de l'art, de la possibilité d'un art universel qui ferait dialoguer les traditions plutôt que d'en imposer une et une seule. Avant de nous pencher ensemble donc, sur cette grande question de l'universel, je voudrais vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, de revenir un peu sur ce parcours quand même assez extraordinaire d'un jeune homme né au Sénégal, de parents d'un milieu modeste, même si dans une culture livresque, vos parents et grands-parents adoraient les livres, avaient beaucoup de livres, faisaient commerce même de livres. Vous êtes né au Sénégal, je l'ai dit, vous êtes venu à Paris, vous avez été repéré pour vos talents et pour vos dons intellectuels, et vous avez fait des classes préparatoires à Louis le Grand, et puis l'école normale supérieure à la grande époque de Louis Althusser et de Jacques Derrida, et puis vous êtes parti aux États-Unis. Mais je voudrais peut-être, pouvez-vous nous raconter c'est un peu votre enfance sénégalaise? C'était quoi de naître et de grandir au Sénégal dans les années 50-60, dans un monde que vous racontez d'ailleurs dans un très beau livre, le fagot de ma mémoire, où les femmes étaient très, très importantes, vos mères, grand-mères, c'était un peu presque un matriarcat, je serais tenté de dire. Racontez-nous un petit peu ce début de parcours et comment la philosophie est arrivée dans tout cela. Merci infiniment de votre accueil d'abord, et merci aux rencontres Michel Serres de m'avoir permis d'y participer pour la première fois et de connaître la belle ville d'Agen. Et puis merci à vous, puisque je vous dois... Vous devez coller davantage le micro, à moins que le vôtre ne marche pas. Je le mets là sous mon manteau. Oui, le vôtre, oui, celui-là marche mieux. Voilà. Après mes premiers mots de remerciement, je voudrais vous remercier, vous, d'être là et de participer à cette conversation que je vais avoir avec Martin Legros sur un thème qui m'est cher, repenser l'universel. En repensant l'universel, mon travail sur l'universel, d'une certaine manière, fait que je mets mes pas dans ceux de Michel Serres, dont je voudrais saluer la mémoire à ce propos. Michel Serres a écrit, entre autres choses, il a écrit beaucoup de choses sur la question de l'humanisme, sur la question de l'universel. Il a écrit, entre autres choses, un petit article magnifique en 2002, je crois, qui a été publié dans Le Monde sous le titre « L'humanisme universel qui vient ». Et il était très optimiste sur cet humanisme universel qui venait. Et je suis heureux d'être parmi ceux qui s'inscrivent dans l'optimisme qui était le sien, en disant qu'en effet, je pense aussi qu'il y a un humanisme universel qui vient. Cela dit, il reconnaissait aussi qu'un certain humanisme universel avait disparu, en particulier l'universel qui était, vous venez de le dire, cher Martin, qui était lié à une forme impériale. L'universel, reconnaissait Michel Serres, est décrié, il est même détesté par ceux qui y voient une imposition impériale. Et c'est vrai qu'il y a deux manières pour l'universel d'être une imposition impériale. Premièrement, il ne faut pas trop accorder à l'étymologie, bien entendu, mais ici c'est important de se rappeler que universalis, le terme latin, c'est ce qui dirige vers l'un. Autrement dit, il y a, indépendamment de toute implication politique, d'abord sur le plan philosophique, sur le plan même du mot, une première imposition impériale qui est la manière dont l'un s'impose aux multiples. Vous savez qu'en philosophie, nous avons l'habitude d'avoir des couples de concepts, nature-culture, hasard-nécessité. L'un et le multiple, ça fait partie de ces grands couples philosophiques.
avec cette idée que le multiple, c'est menaçant. Le multiple, on ne sait pas trop quoi en faire. Le multiple, ça n'est pas organisé, ça prolifère. Il faut donc très rapidement réduire le multiple à l'un, parce que l'un, c'est l'ordre, c'est la raison, c'est la possibilité de penser. De la même manière que pour penser le temps, il faut ne pas le penser, mais le réduire en espace. Penser le temps et son écoulement, un présent qui est fuyant, on n'y arrive pas. En revanche, dès lors qu'on spatialise le temps et qu'on peut dire « je dessine une trajectoire, je marque l'instant T1, je marque l'instant Tn », à ce moment-là, je maîtrise, je peux avoir une physique du temps. C'est la même chose qui se passe avec l'un et le multiple. C'est comme si le multiple était tout naturellement menaçant et il faut tout de suite le ramener à l'un. Il y a là l'impérialisme du un sur le multiple. Contre quoi, d'ailleurs, un certain nombre de philosophes modernes, dont Deleuze, ont écrit. Le modèle du rhizome de Deleuze, c'est précisément le multiple qui prolifère et il est dans sa nature de ne pas se laisser réduire à l'un, à une racine ou à un tronc, etc. Et c'est important de parler d'abord de cet impérium, de cet impérialisme de l'un par rapport au multiple, avant de regarder le côté plus politique qui est, en effet, l'idée que l'universel, c'est la manière dont l'Europe, en particulier, ramène le multiple du monde à soi. L'Europe s'estimant tout naturellement à la verticale de l'universalité, chargée de la mission d'apporter l'universel au reste du monde, voilà les raisons pour lesquelles, disait Michel Serres dans cet article auquel je fais référence, voilà les raisons qu'il y aurait de décrier l'universel ou de le détester. Malgré tout, disait-il, il y a une aube nouvelle, l'aube de l'universel qui vient, et c'est pour cette raison que je dis que je mets mes pas dans ceux de Michel Serres. Et donc je suis ravi de la possibilité de le faire ici à Agen, la ville où il est né. Ça, c'était une longue préface. Et je reviens maintenant à votre question, et je redeviens non plus le philosophe vieillissant que je suis maintenant, mais le petit gamin qui vient de naître dans la ville de Saint-Louis. Saint-Louis du Sénégal, encore appelé Ndar, sur le plan local. Je donne les deux noms, Saint-Louis et Ndar, pour rappeler que cette ville est née, à sa naissance même, elle était double. Elle était française, comme comptoir français auquel les Français, donc Louis XIV, à qui on avait indiqué qu'il y avait ce comptoir qui venait de s'installer sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, sur la partie la plus occidentale de l'Afrique de l'Ouest, avait demandé qu'on donnât à ce comptoir le nom de son grand-père, de son aïeul Saint-Louis. Ça s'appelait Saint-Louis. Mais le nom local du village où ce comptoir s'est installé, c'est également Ndar. Alors, Ndar Saint-Louis était immédiatement, dès l'origine, à la fois africain et français. Ensuite, ce comptoir a attiré du monde, bien entendu. Il est devenu très vite cosmopolite. Et il a attiré du monde venant d'un peu partout. De la Mauritanie qui était à côté, des pays qui étaient alentours, et aussi des pays plus lointains, le Maroc en particulier. Une population marocaine est venue s'installer. Je vous raconte cela parce que je suis né dans une ville cosmopolite et plurielle, avec une culture cosmopolite et pluraliste. Et ça, je crois que c'est ma grande chance. Et je crois que je dois à cette naissance et à la culture dans laquelle j'ai baigné dès l'origine et au fait que je suis Saint-Louisien devant l'Éternel, eh bien, d'avoir cette idée d'un monde pluriel, d'un multiple irréductible, mais en même temps orienté vers un horizon d'universalité. Et c'est dans cet esprit que j'ai été élevé dans ma famille saint-louisienne, et en particulier, vous venez de le dire, par les femmes. D'abord, une arrière-grand-mère. J'ai connu mon arrière-grand-mère, qui était une femme absolument remarquable, une matriarche véritablement, elle-même épouse d'un marabout célèbre de la ville de Saint-Louis. On pense même qu'il était saint. Il n'y a pas de canonisation en islam, et donc la sainteté vient juste de la réfutation que l'on peut avoir. Et aujourd'hui encore, sur la tombe de cet aïeul, certains viennent s'incliner pieusement. Bref,
Mon arrière-grand-mère a été une figure très importante dans ma vie, dans mon enfance. Parmi ses arrière-petits-enfants, je suis le plus vieux, et donc je suis celui qui l'ait connu le plus longuement, raison pour laquelle j'ai donné son prénom à ma fille, qui s'appelle comme elle, Maïmouna. Magnifique nom. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous parle de Maïmouna? Oui, parce que vous m'avez parlé du matriarcat dans lequel j'ai été élevé. Et donc ça a continué avec ma grand-mère, ma mère. Je suis, comme je vous le dis de temps en temps, comme j'aime à le dire, je suis un fils à sa mère. Voilà. Le genre de fils que les belles filles n'aiment pas, parce qu'effectivement, ils n'arrêtent pas de faire référence à leur mère et aujourd'hui à la mémoire de ma mère. Je dis cela parce que ma mère a été à l'école. Elle adorait ça. D'abord, pour y aller, elle a pleuré, parce que ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque d'envoyer les enfants à l'école dite coloniale ou dite française, et surtout pas les filles. Et elle a pleuré de chaudes larmes pour qu'on l'envoie à l'école. Et cet aïeul, qui était un musulman éclairé, a dit « mais pourquoi pas, il faut l'envoyer à l'école ». Et ma mère y est allée. Elle y est allée donc à un âge assez suffisamment avancé. Après le certificat d'études, elle s'est mariée. Elle s'est mariée très jeune. Oui, pardon. J'oublie. Elle s'est mariée donc très jeune et elle a arrêté ses études. Mais ce désir d'école qui avait été le sien et qui l'avait fait pleurer à chaudes larmes pour être inscrite à l'école, lui est resté. Et d'une certaine façon, je suis l'enfant de ce désir d'école. Et c'est tout naturellement que j'ai grandi dans cette atmosphère où on s'attendait à ce que le petit Souleymane devienne quelqu'un sur le plan des études. Et je suis heureux d'avoir pu faire à ma mère cette joie d'avoir eu une carrière académique, celle qui est la mienne et dont elle a pu être témoin avant de quitter ce monde. Voilà. Alors vous avez eu une gloire très très précoce, puisque votre admission après le lycée Louis-le-Grand à l'école normale supérieure a fait l'objet d'une annonce nationale à la radio et à la télévision sur commandite du président Senghor, c'est ça? Oui, alors c'est le président Senghor qui était président du Sénégal à cette époque-là, et comme vous le savez, le président Senghor a passé lui-même à essuyer les bancs du lycée Louis-le-Grand où j'ai été en classe préparatoire, et où il a connu Georges Pompidou, qui est resté l'ami de toujours, et où il a connu aussi Monsieur Bousquet, lequel Monsieur Bousquet était le directeur de l'école normale supérieure l'année où j'ai passé et réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Raison pour laquelle, quand M. Bousquet est venu me trouver dans la cour de l'école normale supérieure, près de ce bassin que ceux qui connaissent le jargon des normaliens connaissent sous le nom de les Ernestes, le bassin des Ernestes, qui sont les petits poissons rouges de ce bassin, quand il est venu me trouver à côté du bassin, il m'a dit, écoutez, est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que vous m'autorisez, a-t-il dit d'ailleurs, est-ce que vous m'autorisez à envoyer un télégramme à mon vieux camarade Senghor pour le féliciter de l'entrée d'un Sénégalais à l'école normale supérieure? Je lui ai dit, mais je vous en prie, monsieur le directeur. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, j'ai pensé, il allait envoyer un télégramme à son ami Senghor, et puis basta, voilà tout. Et quand je suis rentré à Dakar, 2 jours plus tard, j'arrive à l'aéroport, à la police de l'air et des frontières, et à ce moment-là, le policier me salue et me dit « Monsieur, nous avons reçu un communiqué vous concernant. » Langage gendarme par excellence. J'ai dit « Un communiqué me concernant ?»« Ah oui, oui, oui. On a lu à la télé, à la radio, etc., le télégramme. » Et voilà. Et voilà comment, en arrivant chez moi, j'ai déjà trouvé beaucoup de monde qui était chez moi, en train de féliciter mes parents. Et donc, mon accueil à la maison a été très différent de mes autres accueils d'avant. Voilà. Et c'est une pression incroyable, parce qu'effectivement, entrer à l'école normale, oui, c'est une grande affaire. C'est la grande affaire, c'est une des grandes affaires de ma vie, évidemment. Mais d'avoir ce succès-là très jeune,
c'est une pression incroyable, parce qu'ensuite, maintenant, il faut en faire quelque chose. Être normalien, c'est simplement une promesse. Après, il faut tenir la promesse. Je m'y emploie. Alors justement, je voudrais qu'on déploie un petit peu pour voir avec quels outils, en un sens, vous avez conçu ce nouvel universel, qu'on mette un peu sur la table votre boîte à outils. Parce qu'elle est riche et multiple. Je dirais c'est presque un couteau suisse. C'est-à-dire, vous avez fait une thèse très technique sur la logique de Ball, qui est quelque chose que voilà, il y en a peu. Les gens qui connaissent cette logique-là se comptent sur le bout du doigt de la main. Mais vous avez aussi beaucoup pratiqué l'islam et les penseurs de l'islam, et vous êtes un grand lecteur aussi de Bergson, et puis après de Bergson, je dirais de la pensée française. Vous avez eu comme professeur, j'ai dit, Althusser en particulier, et donc à une époque où le marxisme était dominant. Et donc, comment est-ce que, je dirais, ces références se sont installées, et qu'est-ce qu'elles ont installé en vous avant qu'on vienne à l'universel? Alors, marxisme, Althusser, ça a été déterminant d'abord pour mon choix de faire la philo. Quand je suis arrivé en France, j'avais deux possibilités, deux admissions possibles. Une en classe prépa à Louis-le-Grand, l'autre c'était à une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon. J'aurais été très heureux d'y aller pour être ingénieur, faire les maths, parce que j'étais dans une section C, qui est maintenant la section S, d'abord. Mais l'une des raisons, il y en a eu beaucoup, mais l'une des raisons qui ont fait que mon choix s'est porté vers la philosophie, c'était les raisons politiques. Le marxisme était un peu, comme disait Sartre, l'horizon indépassable à l'époque de notre temps, et je m'inscrivais dans cet horizon-là. Donc, faire des études de philosophie, c'était une manière de prolonger cette réflexion philosophique et cet engagement philosophico-politique qui était le mien. Et je rêvais évidemment d'entrer à l'école normale, à la fois parce que c'était l'école normale et parce que je comptais bien y retrouver lui, Althusser. Et donc, ça, c'était un des aspects. Mais après l'agrégation, quand il s'est agi de choisir un sujet de thèse, je suis revenu à mes amours mathématiques. Et donc, j'ai travaillé en effet sur l'algèbre de la logique, la mathématisation de la logique. Alors, ce matin, il y avait cette magnifique conversation sur ChatGPT. J'ai travaillé au fond sur les origines de cette mécanisation de nos procédures intellectuelles. L'ancêtre, si vous voulez, de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Je vous dis cela parce que c'était de la traduction. J'ai travaillé sur la manière dont on a traduit nos langues naturelles dans le langage des machines, dans le langage des ordinateurs, en utilisant des 0 et des 1. Parce que, comme on le sait, les ordinateurs parlent un langage avec des 0 et des 1. L'origine de ce système binaire est une origine philosophique avec Leibniz et c'est une origine mathématique avec George Boole. Et c'est cette origine, cette archéologie de la mécanisation de nos procédures intellectuelles et de leur machinisation. D'abord, il y a une mécanisation par les procédures de l'algèbre et ensuite un transfert de ces procédures dans des machines, et cela a été rappelé ce matin. C'était une question de traduction. Quand j'ai travaillé sur la philosophie dans le monde de l'islam, la philosophie dans le monde de l'islam, c'est aussi une affaire de traduction. C'est la traduction de la philosophie grecque en langue arabe, avec l'hybridation de la langue qui en est résultée. C'est ce moment où l'arabe est devenu une langue philosophique en ayant reçu la philosophie grecque en traduction. Et c'est devenu d'ailleurs la langue philosophique bien au-delà du monde musulman. Il ne s'agissait pas simplement des auteurs musulmans, il s'agissait aussi bien d'auteurs chrétiens et d'auteurs juifs. On oublie que la langue normale philosophique d'un auteur juif aussi important que Maïmonide, par exemple, c'est l'arabe. Le Guide des perplexes, il l'a écrit en arabe, et c'est seulement dans la dernière année de sa vie qu'il a vu la traduction en hébreu. Mais c'était tout naturel pour quelqu'un comme lui, comme quelqu'un comme Saadia Gaon, etc., d'écrire dans la langue de la philosophie à l'époque, qui était la langue arabe. Là encore, mon travail tournait autour de la traduction. C'est maintenant, dans
dans cette phase de ma trajectoire intellectuelle que la traduction elle-même est devenue l'objet de ma réflexion et en relation avec l'universel. C'est-à-dire que la traduction me semble être la matérialisation de ce que j'essaye de penser quand je parle d'un universel latéral. Ça, c'est une expression, c'est un concept que j'emprunte à Merleau-Ponty, ou universel oblique ou universel horizontal. On trouve chez lui les trois formes, les trois adjectifs. Il s'agit de dire que nos cultures sont plurielles, nous sommes inscrits dans le multiple, nos langues sont plurielles. De ce point de vue-là, la malédiction de Babel définit notre condition. Notre condition humaine, c'est d'être dans la confusion de nos langues et d'être divisés, partagés en des tribus et en des nations à cause de la différence de nos langues. Mais nous sommes des animaux qui non seulement parlons, mais nous sommes des animaux qui traduisons. Et ça, c'est important. Être un animal qui parle, bien, ça définit notre différence spécifique en tant qu'humain. Mais être des animaux qui traduisons, ça signifie que nous ne sommes pas enfermés dans nos langues et nous ne sommes pas enfermés dans nos cultures. Nous ne sommes pas enfermés dans nos identités. Nous avons une capacité de décentrement qui est inscrite dans le fait que nous sommes en mesure de sortir de nos langues premières ou maternelles, comme on voudra, pour en apprendre d'autres. Et parfois, maîtriser ces autres langues au moins autant que nous maîtrisons notre langue naturelle, maternelle. Et être ainsi tout naturellement bilingue, plurilingue, penser de langue à langue, et c'est le titre que j'ai donné à mon livre, de langue à langue, avec pour sous-titre, un sous-titre très riqueur, l'hospitalité de la traduction. Eh bien, l'idée que je me fais de la traduction, c'est celle-là. C'est l'art de construire des ponts là où on a tendance à construire des murs. Autrement dit, nous élevons autour de nous aujourd'hui les murs de nos ethnonationalismes et de nos identitarismes et nous en mourons. Nous sommes dans une période de tribalisme extrême aujourd'hui. Et la traduction, c'est ce qui vient ouvrir nos appartenances. Nous rappeler que nous sommes d'abord des animaux qui traduisons, que nous ne sommes pas, de ce point de vue-là, enfermés ou enracinés dans des cultures et des langues qui nous définissent et sur lesquelles nous aplatissons la totalité de notre identité, que notre identité, c'est aussi d'être en mouvement, d'être dans le mouvement de décentrement que représente la traduction. Et c'est donc tout naturellement que, ayant travaillé autour de la traduction avec mes travaux sur l'histoire de la logique mathématique, avec mes travaux sur l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, la traduction en elle-même est devenue un thème central dans mon travail. Alors, encore peut-être un dernier outil dans la boîte à outils. Vous avez dit donc la logique, comment on traduit le réel en 0-1, la traduction de l'islam, comment est-ce que l'islam traduit la philosophie et lui-même se transforme par cette traduction. Vous avez aussi parlé du marxisme, et je crois que vous avez fait un travail sur, est-ce que c'était un mémoire sur Nietzsche, avec la traduction, en quoi est-ce qu'il y a les valeurs chez Nietzsche ont une dimension économique, donc une lecture marxiste, mais sur les concepts, sur l'économie des concepts, en un sens, comment est-ce qu'on peut traduire par l'économie des concepts. Mais la quatrième partie de la boîte à outils sur laquelle je voudrais encore vous interroger, avant d'en venir vraiment à l'universel, c'est la pensée africaine. Vous avez consacré un ouvrage à Senghor et l'art africain. Senghor était assez réticent par rapport à cette catégorie de pensée ou de philosophie africaine, en disant que c'était un fourre-tout un peu colonial. C'est comme si on disait la pensée australienne ou la pensée, c'est une boîte, voilà. Pourquoi il n'y a pas nécessairement, il y a des philosophes en Afrique, mais voilà. Mais vous maintenez quand même dans l'idée qu'il y a néanmoins, même si il faut être critique par rapport à l'usage de cette catégorie, quelque chose comme une tradition de pensée qui est différente, qui a des concepts différents, et en particulier axée autour de la force. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Alors, l'un des premiers livres qui a été écrit juste après la Seconde Guerre mondiale et qui associait le continent africain à la philosophie, parce que jusque-là, c'était un peu dans l'atmosphère, dans la lecture que Hegel avait consacrée au continent africain, que baignait la réflexion ou toute idée que l'on pouvait se faire du continent
africain dit continent noir, d'ailleurs, parce que quand on pensait Afrique, on pensait l'Afrique au sud du Sahara. Il y a cette idéologie coloniale selon laquelle l'Afrique, c'est deux parties, nord du Sahara, sud du Sahara, et on a donc l'impression que le Sahara est un mur qui sépare deux mondes radicalement différents, et que le nord du continent devait être l'objet d'étude des orientalistes, puisque c'était un nord islamique ou islamisé, et que le sud du Sahara devait être le lieu de prédilection des anthropologues et ethnologues, puisque leur spécialité serait les sociétés dites sans écriture. Eh bien, ces catégories coloniales volent en éclats si on réfléchit simplement à l'histoire intellectuelle réelle de ce continent. Le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes. Le Sahara est traversé de routes dites transsahariennes, justement, des routes qui allaient à un moment donné jusqu'en Andalousie et qui, de l'autre côté, pouvaient remonter même jusqu'en Chine. Parce que tout ce qui... l'Ouest africain est devenu musulman assez tôt, autour du Xe siècle, ça commence déjà à être important, XIe siècle. Alors, les manuscrits de Tombouctou aujourd'hui attestent d'ailleurs de cette importance d'une présence intellectuelle, pas seulement religieuse, mais intellectuelle du monde islamique. J'ai parlé tout à l'heure du monde islamique comme recevant la tradition philosophique grecque. Il faut se souvenir qu'en Tombouctou, on enseignait la logique d'Aristote, en plein cœur du Mali actuel, on enseignait la logique d'Aristote avant qu'un seul Européen ait mis les pieds là. Donc l'Afrique n'est pas mariée à l'oralité. Il y a une tradition d'érudition écrite que l'on trouve, et quand on reconstitue l'histoire intellectuelle du continent africain, c'est ce que l'on dit, et ceci se dit de plus en plus. Et donc j'ai travaillé aussi dans ce champ-là. Et c'est dans ce champ-là que s'inscrit en effet la réflexion qui a été la mienne aussi sur les arts africains et Senghor. Mais ce que je disais, c'est que c'est en 1945 qu'un père franciscain belge du nom de Placide Tempels écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'intitule « La philosophie bantoue ». Il l'écrit d'abord en flamand, il est flamand, et ensuite il le traduit lui-même en français. Et le fondateur de Présence africaine, la revue Présence africaine, qui est aussi une maison d'édition et qui est aujourd'hui aussi une librairie que vous trouvez rue des Écoles à Paris, son fondateur, donc Alioune Diop, s'empare de ce livre, dit il est magnifique, c'est le livre qu'il faut absolument lire, et le publie. Et c'est le commencement, d'une certaine manière, de la philosophie africaine. Enfin, commencement, pas au sens de l'origine, évidemment. Depuis qu'il y a des humains sur Terre, ils se demandent d'où ils viennent, où ils vont, ils créent et réfléchissent sur ce qu'ils créent. Donc c'est absurde de dire que la philosophie a une localisation géographique précise. C'est absurde d'apprendre la philosophie comme nous sommes nombreux ici à l'avoir apprise, c'est-à-dire comme quelque chose qui est né en Grèce d'un miracle grec et qui se serait poursuivi tout naturellement en Europe, l'Antiquité européenne, le monde médiéval, etc., etc. Donc le trajet unilinéaire, Athènes, Rome, Heidelberg, London ou Paris. C'est pas vrai. La philosophie a fait beaucoup plus de détours que cela. D'abord, elle n'est pas née en Grèce, elle est née partout où il y a des humains et qui pensent. Et par ailleurs, même si on s'en tient à la philosophie grecque, Athènes, Alexandrie, Nishapur, Bagdad, Cordoue, Fès, Tombouctou, je viens de le dire, Gao, Djenné. Alors, bref, il faut reprendre notre histoire de la philosophie. Et il est heureux aujourd'hui d'ailleurs que l'Inspection générale de philosophie ait ajouté au programme des auteurs 4 auteurs que nos collègues souvent n'étudient pas, j'imagine, parce qu'ils ne sont pas formés à ça pour l'instant. Mais bon, il viendra un temps où ils enseigneront à leurs élèves aussi. C'est qui est au programme? Avicenne, je crois, dans le monde de l'islam. Avicenne ou Averroès, l'un des deux. Comment? Nagarjuna. Ah, Nagarjuna pour le monde. Parfait. Eh bien, donc voilà. Et dans ce cadre-là, le père Tempels a fait des petits. Beaucoup ont écrit des textes souvent médiocres. La philosophie morale des Wolof, la philosophie Yoruba, tout le monde s'est empressé de... Alors, le problème avec ce genre de littérature, c'est qu'on se donnait une philosophie collective. Qu'est-ce que ça signifie, la philosophie des Wolof? Je suis Wolof.
Mais ça veut dire que je pense de la même manière que tous les autres Wolofs. Et que si j'écrivais un livre sur la philosophie Wolof, je n'en prendrais pas la responsabilité. Je vais dire que l'éthique des Wolofs, c'est ceci. Et ensuite, je ne prendrai pas la responsabilité des thèses que j'énonce, des arguments que j'avance, etc. Or, la philosophie, c'est quand même une démarche où un auteur individuel prend la responsabilité d'avancer des thèses, des arguments, etc. et de s'ouvrir à la contre-argumentation. Donc, on n'a jamais vu la culture, la philosophie, être l'émanation naturelle d'une culture ou d'une collectivité, etc. Mais le père Temples a donc écrit ce livre sur la philosophie bantoue en insistant sur le fait qu'il entendait philosophie au sens tout à fait technique et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une vision du monde. Ce n'est pas une Weltanschauung, comme on dit en allemand. Eh bien, Senghor est celui qui a prêté peut-être le plus d'attention à ce que Temples disait d'un certain nombre de concepts qu'on trouve en effet dans les langues bantoues et concepts qui semblent indiquer une ontologie dynamique. L'idée que être, exister, c'est être une force, exercer une certaine force. Nous tous, comme nous sommes des forces. Nous pourrions nous croire dans Star Wars, que la force soit avec toi. Eh bien, nous sommes tous, de ce point de vue-là, des forces, et c'est cela que signifie exister. La force n'est pas un attribut de l'être, c'est l'être lui-même. L'être, autrement dit, la force. Comme dit Spinoza, ens sive Deus sive natura, on pourrait paraphraser et dire ens sive robur. L'être, autrement dit, la force. Et, bon, il écrit ce livre, donc, qui a la célébrité que l'on sait, et ce concept de force, plongé comme ça dans une approche de la philosophie comme émanation d'une culture, a été critiqué pour les bonnes raisons. En revanche, le concept ainsi construit de l'équivalence de la force et de l'être, le fait que l'être et force se réciproquent, comme on dit dans notre jargon philosophique habituel, eh bien, ceci a semblé à Senghor la meilleure clé pour comprendre les arts africains. Pourquoi est-ce que les arts africains, majoritairement, pas toujours, mais majoritairement, semblent tourner le dos à l'imitation de la réalité, de la nature? Est-ce que ça veut dire que ces artistes ignorent, par exemple, que la tête doit occuper 1/8 du total, etc. Non, dit Senghor, parce que ce qu'ils visent n'est pas la représentation de la réalité, ce n'est pas un rapport mimétique à la réalité qui est là au fondement de l'art, c'est au contraire la volonté de capturer, dit-il, la sous-réalité de la chose, la force de la chose. Autrement dit, un concept philosophique comme celui d'être force, avec des tirets, est mal établi dans le cadre de la réflexion menée par Temples, mais par ailleurs rattrapé, pour ainsi dire, pour être une clé de lecture, une clé herméneutique pour la lecture de l'art africain. Et jusqu'à présent, c'est véritablement l'une des meilleures philosophies de l'art africain que je connaisse. Et c'est ce que j'ai dit dans ce livre que j'ai consacré à Senghor en 2013, l'art africain comme philosophie précisément. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a une petite traduction musicale de ce que les premiers cheminements qu'on vient de faire?
Merci Raphaël. Donc je traduis et je réponds. Alors, mais rentrons un peu dans le dur quand même. Commencer par le biographique, Si, mais l'universel, donc l'universel. Alors vous dites l'universel, il faut le penser maintenant. L'universel, ça doit être le pluriel, ça doit être latéral, ça doit être oblique, ça doit être horizontal. Ça fait beaucoup de choses. C'est un universel qui a le sens du relatif vis-à-vis de lui-même, y compris, pas uniquement vis-à-vis des traditions, qui a le sens du relatif, mais qui n'est pas relativiste. Ça fait beaucoup dans le contrat de calife, si je puis dire. Oui, il est surtout aussi un verbe. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le verbe universaliser pour titre de mon ouvrage que vous m'avez fait l'amitié de montrer. C'est une pratique. Et pourquoi latéral? Pourquoi est-ce que Merleau-Ponty parle de latéralité ou d'horizontalité de l'universel? Parce que si on sort de la situation coloniale, où vous avez une culture ou une région du monde qui se tient à la verticale de toutes les autres, comme un phare, et qui détermine elle-même quel est le phare qui doit éclairer, apporter les lumières au reste du monde et qui est donc tout naturellement investi de cette mission. Si on sort de ce monde-là et qu'on entre dans un monde dont Michel Serres dit qu'il est en train de se désoccidentaliser, dans l'article que je viens de citer, vous n'avez plus qu'un plan horizontal. Vous n'avez plus cette verticalité de certaines cultures par rapport à d'autres. Vous avez un plan uniquement horizontal où toutes les cultures sont placées sur un même plan d'immanence. À ce moment-là, la seule communication entre elles est une communication horizontale. C'est la seule dimension qui nous est laissée puisque tout est sur le même plan. Alors, est-ce qu'elles communiquent horizontalement et est-ce qu'elles sont en position d'œuvrer ensemble à un universel? D'entrer dans cette pratique d'universalisation ensemble d'une manière latérale, d'être dans le pluriel, parce que ce pluriel devient irréductible à ce moment-là, ce n'est plus un pluriel qui va être tout de suite sous l'emprise de l'un, c'est un pluriel qui va demeurer pluriel, mais qui doit être tout de même orienté vers un horizon d'universalité, et cet horizon d'universalité, il appartient à toutes ces cultures de le forger ensemble. Voilà dans quel sens, de manière relativement abstraite, il est question de la latéralité de cet universel. Et d'une certaine manière, une des traductions diplomatiques de ce concept, c'est le multilatéralisme, pour lequel nous nous battons aujourd'hui. Nous avons un espace très imparfait pour cela,
mais c'est le seul que nous ayons, c'est les Nations Unies. Il y a un lieu pour notre humanité où les nations du monde se retrouvent et essayent de penser ensemble. Elles l'ont fait. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait quand même, toutes les régions du monde étaient représentées. Elles l'ont fait en 1948, quand elles ont réussi à forger ensemble une déclaration des droits humains qui, fort heureusement, existe, parce que si c'était aujourd'hui, je ne pense pas qu'on arriverait à une signature. D'ailleurs, le représentant de celui qui s'occupe des droits humains à Genève l'a reconnu récemment, en disant qu'il était sûr que si c'était aujourd'hui, cette déclaration ne serait pas signée, parce que nous sommes en effet dans un monde qui ressemble très fortement au 19e siècle et même aux années 30, un monde d'ethnonationalisme et de tribalisme où les différences semblent être irréconciliables. Mais voilà, au fond, la signification d'un universel à forger ensemble et un universel dont nous n'avons jamais eu autant besoin. Nous sommes fragmentés dans la confusion totale de nos langues et de nos cultures, enfermés dans nos identitarismes, avec des propositions qui semblent être des propositions décoloniales ou postcoloniales et qui, au fond, ne font que nous renfermer encore plus dans des identités. Tout ce qui semble être une traversée des frontières est condamné sous le nom d'appropriation culturelle. On n'en sort pas. Eh bien, dans une atmosphère comme celle-là, il s'agit quand même, malgré tout, de comprendre et d'accepter et de se battre au nom de ce premier universel qu'est l'humanité. Revenir comme je le fais, parce que le sous-titre de mon livre, si le titre est un verbe d'action universalisée, le sous-titre est une citation de Jean Jaurès. L'humanité par des moyens d'humanité. Et c'est l'idée selon laquelle il y a un droit qui est le droit de l'humanité et qui est différent, qui est supérieur au droit des patries. Ça, c'est du Jean Jaurès, c'est ce qu'il dit, et c'est ainsi qu'il comprend, d'ailleurs, le socialisme. Il a une vision très spiritualiste et même très chrétienne, quand on lit dans le détail Jean Jaurès du socialisme. Le socialisme, pour lui, c'est la constitution de l'humanité. Le fait que nous mettions en œuvre ce premier universel qu'est l'humanité et que nous en fassions un principe d'action. On me dit toujours, oui, mais ce que vous écrivez, ce que vous dites nous fait beaucoup de bien parce que vous semblez croire en l'humanité, et c'est une manière de dire, oh, vous êtes bien gentil, mais est-ce que vous ne planez pas un peu le côté montgolfière de la philosophie? Non, l'humanité n'est pas un simple vœu pieux, c'est l'idée que ça doit être un principe d'action, ce au nom de quoi nous allons dire non à un certain nombre de choses, ce au nom de quoi nous allons combattre, ce qu'il nous faut constituer, en effet, partir de ces lambeaux d'humanité. Là, c'est le langage éloquent et poétique de Jean Jaurès qui me vient à l'esprit, partir de ces lambeaux d'humanité pour aller vers l'humanité. Et, dit-il, cette reconstitution de notre unité première avant la catastrophe de Babel, c'est véritablement la signification qu'il donne, lui, au socialisme. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que j'essaye d'inscrire la réflexion que je conduis, et c'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre aussi, et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas simplement politesse parce que je suis à Agen, mais que j'ai relu ce texte de Michel Serres dans l'avion qui m'a mené de Londres. Et il l'a dit, à l'accusation de naïveté ou d'optimisme béat, il dit « J'entends bien, et il énumère toutes les raisons que nous avons malheureusement de ne pas croire en l'humanité. Et aujourd'hui, ces raisons sont foison. On a des guerres les plus atroces les unes que les autres. Au Soudan, on n'ose même pas penser ce qui se passe au Soudan, d'ailleurs dans l'indifférence, dans une certaine forme d'indifférence coupable qui est la nôtre aujourd'hui. Bref, partout, en effet, nous voyons que l'humain est un loup pour l'humain. Et donc, il n'est pas question de considérer simplement d'une manière optimiste que l'humain deviendrait un agneau pour un autre humain. En revanche, il est nécessaire
de penser le besoin où nous sommes de ce premier universel qu'est l'humanité et de besoin où nous sommes de nous éduquer nous-mêmes à notre propre humanité. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste souvent sur le fait que nous devons répondre comme une seule et même humanité, évidemment, aux défis qui sont les nôtres. Parlant de multilatéralisme, il y a eu cette réunion au Brésil au moment où nous parlons pour parler de l'environnement. L'environnement, c'est une question qui nous interpelle en tant qu'une seule et même humanité, parce que c'est en tant qu'une seule et même humanité que nous sommes devenus une force géologique en mesure de détruire et notre planète et nous-mêmes. Et donc, c'est aussi en tant qu'une seule et même humanité que nous devons répondre aux défis que nous avons ainsi devant nous. La même chose pour le défi sanitaire. Le Covid, le virus, lui, c'est que nous sommes une seule et même humanité. Il est temps qu'il nous l'apprenne et que nous le comprenions nous aussi. Et c'est la raison pour laquelle, sur un plan plus positif, vous m'avez fait l'amitié de parler de mon livre sur le Louvre, les universels du Louvre, qui paraît dans 3 jours, le 13. Nous sommes bien, oui, le 13, officiellement le 13. Et où je dis qu'un musée à vocation universelle comme le Louvre, qui s'est ouvert sous l'influence du président Jacques Chirac, qui s'est ouvert aux arts des 4 autres continents. C'est le président Jacques Chirac qui avait insisté pour créer au Louvre le pavillon des sessions où il avait demandé qu'on mette une centaine d'œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, du Pacifique, donc les 4 autres continents. Et aujourd'hui, Laurence Descartes, qui est la présidente directrice du Louvre, est passée à la vitesse supérieure, si je puis dire. Le pavillon des sessions est devenu la galerie des 5 continents. Parce que recevoir ces œuvres n'était pas simplement une manière de s'ouvrir, puisqu'on aurait pu parfaitement les garder dans le pavillon des sessions, dans une espèce de ghetto qui aurait laissé intact le Louvre lui-même. Donc tous les gens qui disent que le Louvre, ma foi, ça doit correspondre à l'universalisme européen, des œuvres égyptiennes parce qu'elles annoncent un peu le monde gréco-romain, ensuite le monde gréco-romain, ensuite le baroque, ensuite etc. etc. Ça c'est ce que d'ailleurs voulait l'ancien président du Louvre. Quand il avait été question de recevoir ces œuvres des 4 autres continents pavillon des sessions, il avait dit « je ne veux pas de ça. Pas de ça ici, mon Louvre à moi, c'est quelques civilisations, etc. » À quoi le président Jacques Chirac avait répondu que le président c'était lui, que la décision c'était la sienne et qu'il entendait bien que l'intendance suivit. Et l'intendance avait suivi. Alors justement, je suis content que vous évoquiez donc les universels au Louvre, parce que on va essayer d'appliquer un peu cette théorie de l'universel à l'art, notamment, où justement il est challengé aujourd'hui, c'est-à-dire l'horizontalisation nécessaire n'est pas une chose facile. Elle suscite des questions en termes d'appropriation culturelle. Les tribus sont très susceptibles quant aux soupçons qu'ils pourraient peser d'un universalisme au mauvais sens du terme, et donc il n'est pas facile à la fois d'installer une discussion, un dialogue entre ces tribus, si je puis dire, ou bien ces traditions ou ces cultures sur le plan purement horizontal, sans critères qui seraient extrinsèques pour les qualifier dans l'histoire, dans le temps, dans la qualité. Je voudrais qu'on monte, si c'est possible, une œuvre qui est dans ce parcours passionnant, donc qui est le fruit de la chaire du Louvre que vous avez occupé, où vous racontez, moi j'ai découvert des choses grâce à ce livre sur justement la transformation du Louvre, cette galerie des sessions devenue pavillon des continents, précisément, où on se rend compte que jusqu'à une date toute récente, le Louvre était encore conçu sur une conception quasi hegélienne de l'histoire de l'art, où, oui, on tolérait l'Égypte, le Moyen-Orient, parce que ça faisait partie de l'Europe, mais que les autres créations étaient certes des œuvres qui témoignaient du passé, mais qu'elles n'étaient pas conçues comme des œuvres singulières et universelles. Elles représentaient leur peuple, leur culture, elles n'étaient pas des œuvres universelles. Vous vous intéressez dans ce cadre-là à une œuvre, celle-ci, métallurgique, du dieu Gou, et le dieu de la métallurgie des Dahomey, qui fait l'objet d'ailleurs d'une demande de restitution. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que cette œuvre vous a intéressé, et pourquoi est-ce qu'elle permet de penser la question de la circulation des œuvres, en particulier avec l'influence qu'elle a eue sur un artiste comme Picasso. Oui. Alors, je rappelle simplement très rapidement, vous l'avez dit, en 2024,
Laurence Descartes m'a fait l'honneur, avec son équipe, de me confier la chaire du Louvre. Ce qu'on appelle la chaire du Louvre, on demande à quelqu'un d'assurer 5 conférences d'1 heure. Et ces 5 conférences vont ensuite devenir un livre. On a 1 an pour écrire ce livre. J'ai jamais été sous une pression aussi, aussi grande. Parce que normal, enfin. C'est obligatoire, parce que quand je vais passer, donc le 14 novembre, le lendemain de la parution officielle de mon livre, le témoin au prochain titulaire de la chaire du Louvre, qui est Glenn Loury. Glenn Loury, qui a dirigé jusqu'à une date récente le MoMA à New York, le Museum of Modern Art de New York. C'est donc à Glenn que je vais remettre le bâton, et le bâton en question, c'est le livre. Donc il fallait absolument que le livre fût publié maintenant. Bref, l'un des aspects de ce que j'ai dit dans ces conférences, et la toute première conférence, j'ai rappelé que ces œuvres, ces objets, ces artefacts venus d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs, etc., ont eu une influence profonde sur l'art du XXe siècle. Ont parlé d'autres langues que les langues des terroirs où ces œuvres sont nées. Ont subi des traductions, encore la traduction, ont subi des traductions autres lorsque leur puissance plastique a rencontré les recherches des artistes, des avant-gardes européennes au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Picasso en particulier. Apollinaire a été un des premiers poètes, amis de Picasso, amis des artistes, un des premiers à exiger que ces objets se retrouvent au Louvre. Il disait que leur place était au Louvre parce que c'était des œuvres d'art et pas seulement des fétiches, comme on les appelait à l'époque. Eh bien, parmi les œuvres qui ont le plus influencé ces arts-là, il y a cette statue métallique dédiée au dieu Gou. On connaît les masques eux-mêmes. Les masques, effectivement, ça c'est connu. On connaît les demoiselles d'Avignon de Picasso. On sait qu'en 1906, quand Picasso peint les demoiselles d'Avignon, il passe moins de temps sur les corps de ces demoiselles, il les dessine assez rapidement, il les peint assez rapidement, et les visages lui posent problème. Il n'est pas satisfait. Dès qu'il fait un visage, il l'efface. Et il est satisfait seulement au moment où il décide de donner à ces dames des visages de masques africains, parce que lui-même était collectionneur. Donc ces collections de masques africains et ibériens, pas seulement africains, parce qu'on regarde bien les demoiselles, Alors, voilà la manière précise, symbolique, dans cette illustration que constituent les demoiselles d'Avignon, dont ces arts entrent dans le langage plastique, dans le langage artistique de notre temps, du XXe siècle. Cette statue métallique a également elle a fasciné Apollinaire et Picasso. On dit, on n'est pas sûr, mais on dit qu'ils sont allés ensemble au musée du Trocadéro pour voir cette statue. Picasso l'a dessinée plusieurs fois, et les œuvres métalliques, les sculptures métalliques de Picasso, dédiées d'ailleurs à son ami Apollinaire, sont toutes inspirées de cette statue dédiée au dieu Gou. Et cette histoire fait partie désormais de ce dieu Gou. On ne peut plus voir le dieu Gou sans voir également la langue particulière que cette statue a parlé avec Picasso. Et donc, aujourd'hui, où on parle beaucoup de restitution, on a l'impression, la restitution, évidemment, il faut que la restitution se fasse pour un certain nombre d'objets qui ont été emportés dans la violence coloniale au bout de conquêtes sanglantes et qui ont été emportés comme des butins de guerre. Cette statue n'en faisait pas partie. Les 26 œuvres qui ont été rendues au Bénin ont été arrachées au palais du dernier roi du Dahomey, comme ça s'appelait à l'époque, le roi Béhanzin. Cette statue n'en faisait pas partie. Alors, il y a des Béninois qui en demandent la restitution, pas tous, la statue n'est pas claire, parce que la manière dont cette statue a été acquise n'est pas nécessairement, justement, une manière militaire et de conquête. Il ne faut pas croire que
l'espace colonial était simplement un espace de violence, c'était également un espace d'échange. Comme disait Senghor, quand deux cultures se rencontrent, quand deux civilisations se rencontrent, elles se font la guerre très souvent, elles se métissent toujours. Eh bien, c'est arrivé. L'espace colonial n'est pas simplement l'espace des colonisateurs et des colonisés, c'est aussi un troisième espace où il y a eu de l'interaction, des échanges. Et donc, dès qu'on parle de ces œuvres, il faut être très patient et très précis pour regarder la provenance, etc. Et s'entendre. La commission nigériane qui s'occupe du patrimoine nigérian est d'ailleurs est en train de faire un excellent travail, surtout avec l'Allemagne, en disant, vous nous rendez ces bronzes, vous gardez ceci en prêt à très très long terme ouvert, ceci, nous vous les laissons. Pourquoi? Parce que cette commission se dit, il est important, il y a des musées universels ou à vocation universelle. Ces musées, d'une certaine manière, comme je le disais tout à l'heure, enseignent l'humanité à l'humanité, enseignent à l'humanité leur propre humanité. Voir ensemble des œuvres venues d'un peu partout, c'est se donner une image, en quelque sorte, de cet élan vital créateur qui est l'humanité elle-même. C'est ce que fait la Galerie des 5 continents. C'est ce que fait le Louvre-Lens. C'est ce que fait à sa manière, d'ailleurs, le Louvre Abu Dhabi, quoi qu'on pense de la constitution de ce musée à coût de milliards de pétrodollars, etc., etc. Donc, il y a ces lieux-là où l'humanité peut se regarder elle-même, avoir en quelque sorte une leçon de ce que signifie être humain, de ce genre de leçon que voulait Michel Serres. Parce que Michel Serres, quand il dit « je sais bien qu'on me prendra pour un naïf si je parle de cet universel, de cet humanisme universel dont je vois l'aube poindre », il disait « oui, mais évidemment, il faut que nous fassions quelque chose pour cela ». Et disait-il dans ce texte, ce que nous avons, nous, c'est le langage et l'éducation. Effectivement, l'éducation, il peut y avoir quelque chose de décevant quand on dit l'action principale, ça doit être l'éducation, parce qu'on s'est dit, oui, l'éducation, ça prend du temps. Oui, c'est vrai, ça prend du temps, mais ça fonctionne en profondeur. Et quand Michel Serres appelait de ses voeux à un programme minimum des universités en général, pour enseigner précisément cet humanisme universel, il était dans son rôle d'enseignant. C'est ce que nous avons à faire. Nous devons croire nous-mêmes en ce que nous faisons, c'est-à-dire en cette éducation et en la multiplication des lieux d'éducation de l'humanité à l'humanité. Et un musée universel, c'est un tel lieu. Merleau-Ponty, pour revenir à lui, a dit une chose magnifique justement sur les musées dits universels. Il dit que dans ces musées universels, on ramasse, on met ensemble dans un même espace des créations qui viennent de temporalités extrêmement différentes, d'espaces extrêmement différents, de cultures extrêmement différentes. Mais nous n'avons pas, en les mettant ensemble justement, nous ne restons pas sur l'idée d'une incommensurabilité des cultures humaines. Au contraire, nous avons un sentiment de ce qui est commun dans les cultures humaines. Aujourd'hui, il nous faut retrouver le commun contre l'idée d'incommensurabilité, contre l'idée d'intraduisibilité, l'idée que les cultures ne se traduisent pas les unes dans les autres, qu'elles sont incommensurables les unes aux autres. Ça, c'était l'apartheid. Et donc, nous sommes en train de construire dans notre monde une forme d'apartheid généralisée. Et au moment où Mandela est sorti de prison, il a eu le génie de trouver au fin fond de la sagesse des peuples bantous et d'un mot bantou qui est Ubuntu. Il a transformé ce mot, qui était un mot d'une banalité totale, comme tous les mots de toutes les langues, en un concept philosophique, c'est-à-dire quelque chose qui va agir dans le monde et qui va faire quelque chose. Il en a fait un concept qui est devenu un concept opératoire pour transformer une nation de tribus, une non-nation d'ailleurs de tribus, en une nation dite arc-en-ciel. Il y a des millions de problèmes aujourd'hui en Afrique du Sud. Les jeunes Sud-Africains s'impatientent d'ailleurs quand on leur parle de ce mot de Ubuntu, parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, évidemment, ils n'ont pas de boulot, ils ont le sentiment qu'un apartheid légal a été remplacé par un apartheid socio-économique, et ils ont raison.
il n'en demeure pas moins que l'idée est celle-là. C'est une idée régulatrice, c'est une idée qui oriente, c'est une idée qui donne une direction, c'est une idée qui est fondée sur l'idée, sur la notion que l'humanité, être humain, c'est une responsabilité et une tâche. Ce n'est pas un état. Être humain, c'est avoir la responsabilité de construire l'humanité en soi-même et comme une totalité également. Eh bien, nous avons besoin de ces lieux d'éducation à cette notion et à cette idée. Et un musée universel, c'est un tel lieu. C'est le lien que je vois en effet entre l'art et le travail que je mène à partir de Merleau-Ponty autour de la notion d'universel latéral. Et c'est ce que j'ai proposé à Laurence Descartes lorsqu'elle m'avait invité à être titulaire de la chaire du Louvre en 2024. Comment est-ce qu'on traduirait Ubuntu? C'est humanité, c'est solidarité, c'est... Alors, Ubuntu a des sens multiples. Mandela le dit. Il dit ça va de compassion à solidarité, fraternité. On voit bien le champ sémantique de Ubuntu. Ça tourne autour de cette idée d'humanité dans tous les sens du terme d'ailleurs, ou au sens être humain ou se montrer humain. Mais de la manière dont ça a été construit, de la manière dont ça a été inscrit dans la première version de la Constitution de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et là, ce mot a disparu dans la Constitution définitive, mais la définition qui en avait été donnée dans la première Constitution est restée dans la seconde. C'est donc véritablement dans le préambule de la Constitution d'Afrique du Sud aujourd'hui ce qui donne son éclairage à la direction que ce pays veut prendre. Eh bien, dans le sens construit philosophiquement par Mandela et Desmond Tutu, il y a une double idée dans Ubuntu. La première idée, c'est comme je disais tout à l'heure, humain, ce n'est pas un état, c'est un devenir, c'est une tâche, c'est une responsabilité. Et deuxièmement, cette responsabilité, nous la remplissons, nous devenons véritablement qui nous avons à être, c'est-à-dire humain, en relation avec les autres. Autrement dit, j'ai à réaliser mon humanité et je la réalise en réalisant l'humanité dans un rapport de réciprocité avec les autres. Il y a une très mauvaise traduction qui consiste à dire « je suis parce que nous sommes ». On voit pourquoi cette traduction-là, c'est une sorte de paraphrase du cogito cartésien, mais ça donne l'impression que ça voudrait dire que l'individu est constitué par le groupe. On retrouve les vieilles lunes, les vieux stéréotypes coloniaux selon lesquels, en Afrique et en général d'ailleurs hors de l'Europe, il n'y a pas véritablement un sens de l'individualité. L'individu n'a que des devoirs envers le groupe et seul le groupe est porteur de droits, ce qui est totalement faux. L'idée, si vous voulez, que l'individu se constitue en personne avec le soutien de la communauté, ceci n'a rien à voir avec l'affirmation selon laquelle l'individu n'a aucune importance, seul le groupe a une importance. Voilà donc la manière dont moi je traduis Ubuntu en général, faire humanité ensemble. Merci beaucoup. Alors avant de livrer, on va avoir des questions de lycéens qui ont travaillé sur votre pensée, qui vont vous être soumises. Je ferai peut-être une dernière petite traduction musicale d'Ubuntu ou d'autres choses, et puis que Raphaël nous dise aussi ce qu'il a joué dans les deux morceaux précédents.
Merci Raphaël. Pourquoi c'était si important de... Enfin, nous, on est très heureux que tu sois là, mais pourquoi est-ce que c'était important pour toi de participer à cette réflexion? Tout d'abord, je voudrais vraiment confirmer ce qu'a dit Martin. C'est pas que je me suis incrusté, il a mal lu le contrat qu'il m'a fait signer, où j'ai exigé d'être là aujourd'hui. Totalement, je ne pouvais pas rater ces moments-là. Il se trouve que j'ai eu l'immense chance et l'honneur de déjà faire des choses avec Souleymane dans d'autres contextes, et à chaque fois que j'ai rencontré et que j'ai eu la chance de jouer ou d'être présent avec lui, ça a été quelque chose d'assez déterminant pour moi. Puis aujourd'hui, on en rajoute une couche. Pour moi, c'est un moment clé. Déjà d'être à Agen, de toute façon, d'être dans ce festival qui est assez extraordinaire. Et quand Martin m'a dit « Ah, il y a Souleymane qui est là », j'ai dit « Je suis là ». En fait, je ne peux pas... Il y a vraiment une histoire de croiser le chemin aussi, et ça fait quelques fois que les chemins se croisent, et là aujourd'hui c'est une belle occasion. Et d'autant que, pourquoi c'est important? Parce que la pensée, tout ce qui a été dit aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion un peu d'échanger, et pour moi ça a été une vraie révélation, correspond parfaitement à l'idée que je me fais de la musique que je joue, et avec tout ce que ça comporte. Et je vais essayer d'éviter autant faire se peut de faire une deuxième conférence en disant ça, mais je suis jazzman, je suis musicien de jazz. Donc je suis un musicien d'improvisation, donc je suis un musicien de traduction, je ne fais que traduire en permanence ce que je suis en train d'écouter. Avec Martin, on a cette habitude-là, et grâce à Martin, m'invite à faire des improvisations avec des philosophes qu'on fait beaucoup, notamment à Bruxelles, ensemble, et à chaque fois, je dois traduire en quelque sorte musicalement ce que j'entends, de façon totalement improvisée. Je ne sais pas, je suis arrivé ici en ne sachant absolument pas ce que j'allais jouer. C'est directement inspiré de ce qui est dit, de l'échange qui est là, et potentiellement ça pourrait être inspiré des échanges que vous allez avoir dans quelques instants avec Martin et Souleymane. Donc cette idée de l'homme et l'homme parce qu'il traduit, pour moi c'est au cœur de ma pratique musicale. Et cette question d'universalisme, elle est au cœur aussi de cette musique, parce qu'elle pose un problème. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer en jouant et en répondant, et je vais vous dire les choix que j'ai faits dans les choix musicaux que j'ai faits, les improvisations. C'est qu'en fait, ça pose un problème, cette musique. C'est quoi le jazz? Est-ce que c'est une musique locale? Est-ce que c'est une musique de communauté? Est-ce que c'est une musique, même le concept, au même titre que beaucoup de concepts que vous avez démontés aujourd'hui, est-ce que c'est une musique noire? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Dans le cadre des États-Unis, au l'endroit, parce qu'on sait où c'est né. Pour le coup, au niveau historique et musicologique, on connaît l'endroit, mais pour autant, c'est devenu, et c'est même un phénomène relativement unique dans l'histoire de l'humanité au niveau musical, c'est devenu dans l'année où c'est né, une musique universelle, partagée par tout le monde. Et on a beaucoup de mal encore maintenant à comprendre pourquoi. Pourquoi l'ensemble des communautés humaines se sont emparées de ce langage musical si nouveau,
peu ou prou au début du XXe siècle. Donc il y a une question problématique. Par exemple, je suis à Agen, je suis né, moi, en banlieue parisienne, une famille de Marseillais. Qu'est-ce qui me donnerait le droit, normalement, de jouer une musique qui a été inventée à la Nouvelle-Orléans ou sur le delta du Mississippi, à l'heure actuelle, maintenant? Sur ces questions des pensées postcoloniales, décoloniales, on est au cœur, en fait, de cette problématique. Et cette musique, en fait, c'est un outil extraordinaire. Et notamment dans ce que j'ai joué, par exemple, je suis arrivé de l'escalier, c'était une surprise. C'était censé être une surprise, mais on l'a bien conservé quand même, hein, jusqu'au bout. J'ai joué justement avec les clichés. Les clichés que vous avez évoqués, le cliché, c'est quoi la musique africaine, c'est quoi la musique européenne? Le rythme. Vous savez, au même titre que la culture africaine serait d'oralité ou que l'individu n'existe pas, la musique africaine est une musique essentiellement basée sur le rythme. Comme si toutes les autres musiques n'avaient pas de rythme. Ou la musique occidentale, particulièrement contemporaine, est une musique d'avant-garde, de recherche, ce genre de choses. Vous m'avez vu faire tous les trucs. Vous êtes posé des questions sur est-ce qu'il n'y a pas un problème avec son saxophone, c'est à un certain moment et tout ça. Donc l'improvisation de départ, c'était un petit peu bousculer tous les codes. Parce qu'en fait, la musique vous parle, puisque je peux traduire ce qui est dit, ça veut dire que la musique vous parle et que vous le traduisez aussi. La musique n'est pas qu'une musique d'ascenseur, c'est pas qu'une ambiance, c'est une vraie signification. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, quand vous avez parlé de votre enfance, de tout cela, en fait, j'ai ressorti une vieille composition que j'avais composée il y a fort longtemps, en hommage à Tierno Bokar. Ça m'a inspiré cela, que j'ai mélangé, parce que la capacité de l'improvisateur, c'est de mélanger, c'est de raconter, avec un magnifique thème de Zim Kawana, qui est un grand saxophoniste sud-africain, qui s'appelle Bantou. Comme vous parliez de cette idée de point de départ, de philosophie Bantou et de ce livre que vous évoquiez, c'était une manière de rappeler ça. Puis Tierno Bokar, immense personnage de la pensée de l'islam et de la pensée éclairée. Il se trouve que moi, dans mon parcours, j'ai énormément, j'ai côtoyé Théodore Monod et l'œuvre d'Amato Ambataba, et c'est comme ça que j'ai découvert Tierno Bokar, qui est une sorte un mélange entre Saint François d'Assise, c'est comme ça que je le traduisais quand j'étais adolescent, et d'une philosophie assez particulière. Et j'ai terminé là. Vous avez parlé de Jaurès, vous avez parlé d'Ubuntu, et justement par la pratique que j'ai eue avec Zim Kawana, ce grand saxophoniste sud-africain, qui en fait transportait dans sa musique et dans sa philosophie l'idée d'Ubuntu. Il nous faisait jouer, parce que j'ai eu la chance de beaucoup jouer avec lui, il faut jouer l'Ubuntu. La musique sert à transmettre ce truc-là. Donc en fait, j'ai joué l'hymne sud-africain, Kosi Sikele Afrika, qui a une histoire assez particulière, parce qu'en fait, elle génère toute la problématique coloniale en même temps, parce que c'est une musique de pasteur, c'est une musique religieuse qui s'est transformée au fur et à mesure, avec un changement sur les paroles, d'ailleurs c'est chanté en Afrique du Sud, c'est presque aussi long que la Marseillaise, parce qu'il y a à peu près les 10 langues officielles qui doivent être chantées, dont l'Afrikaans, dans le cadre de ce chant-là. C'est une mélodie extraordinaire qui est ni plus ni moins qu'un gospel, vous retrouvez les mêmes sensations. J'y associe un thème de Wayne Shorter qui s'appelle Joujou. Joujou dans le sens de l'amulette, la magie, parce que le dieu Gou m'a évoqué ça. On est quand même au cœur de la traversée, de la symbolique transatlantique entre la question du vaudou, qui est au cœur de l'œuvre des jazzmen afro-américains en permanence, et puis terminer sur le thème de Brel, Jaurès. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. On est dans la même tonalité. On est dans ça paraît très éloigné, mais en fait, la sensibilité musicale, la traduction nous permet de faire ça. Et ça me permet, je termine là-dessus, de faire un hommage à un immense monsieur qui nous a quittés, qui, à mon avis, aurait été tellement ému d'être là aujourd'hui et d'entendre tout ça. C'est Éric Marchand, immense clarinettiste breton, qui a fait une magnifique version de Jaurès. Il est mort la semaine dernière. Il a fait une magnifique version de cette chanson en breton. Il l'a traduite en breton. Et pourquoi il l'a fait? Et on est dans la salle des illustres avec tout ce que ça symbolique. Cette chanson dénonce la guerre. Et en fait, Éric Marchand avait traduit en breton pour rappeler à quel point cette région, comme d'autres régions de France, avait été particulièrement touchée par la Première Guerre mondiale. C'était une manière aussi de raconter à travers la chanson de Brel ce genre de choses. Parler de Jaurès, parler d'universalisme, c'est une manière de le traduire en musique. Voilà, merci beaucoup. Merci Raphaël. Souleymane. Merci. Je voulais vous remercier personnellement, Raphaël, et effectivement, vous avez rappelé la connivence qui est la nôtre et dont je me félicite. Vous savez à quoi ça m'a fait penser ce que vous venez de dire également, la manière dont vous avez expliqué ce que vous avez fait musicalement. Ça m'a fait penser à la valeur que prend la musique de blues et de jazz dans ce magnifique roman de Jean-Paul Sartre qui est La Nausée.
Je nous rappelle à tous nos années lointaines où nous avons lu La nausée. Vous vous souvenez qu'Antoine Roquentin est malade de cette nausée. Il y a des moments où le monde se défait pour lui, n'a plus de signification, la nausée monte, etc. Et la chose qui le calme, c'est quand il met dans le jukebox cet air de jazz, One of these days you will miss me, honey. Et on comprend vers la fin, alors ça revient comme un leitmotiv, c'est le cas de le dire, dans le roman, et on comprend vers la fin la signification qu'il voit à cet air de jazz, blues, et les raisons pour lesquelles ça calme sa nausée métaphysique qui l'habite. Parce que cet air de jazz, qui est un vrai, c'est pas une création romanesque, One of these days you will miss me, honey, existe effectivement dans l'histoire du blues, et c'est un compositeur juif et une chanteuse noire. Et Antoine Roquentin voit dans cette combinaison d'un compositeur juif et d'une chanteuse noire une manière de lire la plus grande violence faite par des humains à d'autres humains, et en même temps la capacité qu'il y a par la compassion à créer du beau à partir de la souffrance et de la violence qui est infligée. Et c'est cela qui explique au fond le caractère calmant de cette One of these days you will miss me, honey, et la manière dont cet air a un effet sur lui et lui ôte sa nausée. Cette rencontre du compositeur juif et de la chanteuse noire est une magnifique métaphore de ce que signifie notre humanité partagée. La capacité que nous avons de créer cette humanité précisément à partir des pires effets du tribalisme, et en proposant dans une musique dont vous avez dit magnifiquement, cher Raphaël, qu'elle est sortie du ghetto, du gospel, c'est-à-dire des seuls endroits où les esclaves noirs pouvaient se trouver entre eux, c'est-à-dire l'Église, parce que les maîtres qui les opprimaient croyaient quand même en Dieu et estimaient que le dimanche pouvait appartenir à ces esclaves-là. Cette musique naît donc dans ce crucible, dans ce, how do you say crucible, dans ce berceau qui étaient les églises dites noires, le gospel, est devenu totalement universel et a eu cette influence profonde sur Sartre, qui adorait le jazz aussi, et qui a lu dans La nausée ce message d'humanité, d'humanisme universel, pour parler comme Michel Serres, que pouvait porter un air comme One of these days, you'll miss me, honey. Merci Souleymane Bachir Diagne. Alors, place maintenant aux questions de nos lycéens. Donc, c'est deux lycées, le lycée Palissy et le lycée Marguerite Filol. Il y a, j'appelle Paul Benguigui, Badiz Baziz, Emilia Ablard et Maxence Puijalon. Prenez le micro et à vos questions. Peut-être que vous, je ne sais pas si elles sont longues, si vous voulez peut-être les faire une à une, peut-être. On vous écoute. Avec l'arrivée des nouvelles technologies et de l'IA, il est maintenant possible de communiquer avec tout le monde, même dans des langues différentes, grâce à des traducteurs. Quels sont les avantages et les inconvénients à une telle possibilité ? Est-ce un moyen de guérir des divisions et de la malédiction de la tour de Babel sans renoncer à sa propre langue et ses subtilités ? Ou est-ce une perte de ce que vous appelez l'effort latéral d'universalisation ? Dans cet échange, l'humanité en sort-elle gagnante ? On va refaire une conférence. Fermez les portes, on recommence. Merci infiniment. Vous savez, alors, les philosophes de la traduction prennent très au sérieux ce récit de Babel. On peut considérer que c'est un mythe, on peut considérer que c'est un récit biblique. Évidemment, le résultat est le même. Il s'agit toujours de dire que notre condition, la condition qui nous est faite, la condition dans laquelle nous sommes, c'est la condition de la fragmentation et de la division. Le fait que nous parlons des langues différentes et que nous appartenons ainsi à des cultures différentes, parce que les langues ne sont pas simplement des mots, elles portent une certaine relation au monde. Elles nous inscrivent dans le monde d'une manière particulière
Et c'est quand vous savez des langues différentes, d'ailleurs, que vous vous rendez compte à quel point elles vous inscrivent dans le monde d'une manière différente. Même deux langues très voisines comme le français et l'anglais, j'ai le sentiment, moi, quand je parle français ou quand je parle anglais, d'avoir une sorte de différent, de rapport différent aux choses que je dis et aux choses dont je parle. Enfin, alors, a fortiori, si je compare le Wolof et l'anglais ou le français. Ce que nous gagnons avec l'IA dans le domaine de la traduction, vous savez, pendant longtemps, on a dit les machines n'arriveront jamais à comprendre le sens. Et c'est vrai. Simplement, dans les années 90, ceux qui travaillaient sur l'intelligence artificielle et sur la traduction artificielle ont changé leur fusil d'épaule. Plutôt que de faire ingurgiter à la machine des dictionnaires et du vocabulaire et des règles de grammaire, à l'époque d'ailleurs on travaillait surtout sur l'anglais et le russe, le rapport de l'anglais au russe. Eh bien, un détour a été pris avec la prémisse selon laquelle tout a déjà été traduit. Ça veut dire qu'il suffit de se donner les big data et de faire ingurgiter à la machine des tas de textes. C'est du plagiat généralisé, au fond, qu'est née la capacité de traduire. Moyennant quoi, les machines aujourd'hui font ça de mieux en mieux. On a beau faire la fine bouche devant les moteurs de traduction, il faut bien que nous nous rendions compte que ça marche et que ça marche de mieux en mieux. DeepL fonctionne très bien, Google Translate aussi. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais on a peu de choses parfois à reprendre à un texte lorsqu'on est pressé ou qu'on le fait traduire par... En revanche, donc d'une certaine manière, l'IA nous permet de surmonter la malédiction de Babel. Mais pas vraiment. Parce que du coup, ce que nous éliminons, c'est la relation que nous avons à d'autres langues et à d'autres manières de dire. Autrement dit, ce que nous éliminons, c'est la rencontre qui est l'expérience des traducteurs et des traductrices de l'intraduisible. Il y a toujours de l'intraduisible, et ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Ce sont des choses tellement particulières et qui inscrivent là, et qui sont tellement propres à la langue, qu'en effet, on a le sentiment de ne pas réussir, de ne pas pouvoir réussir à leur donner hospitalité dans une autre langue. Le bon traducteur, la bonne traductrice, c'est celui qui fait des détours, qui peut trouver des ressources dans sa propre langue, dans la langue cible donc, pour quand même faire en sorte que même l'intraduisible trouve une traduction, même s'il faut y revenir tout le temps. Barbara Cassin dit que l'intraduisible, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas traduire, c'est ce qu'on ne cesse pas, dit-elle, de ne pas traduire. Eh bien, c'est cela qu'on perd, parce que si j'ai des appareils qui font que ce qui m'est dit m'arrive dans ma propre langue, je supprime la relation de langue à langue qui fait le titre de mon texte. C'est comme s'il n'y avait plus qu'une seule langue, la mienne, celle que je parle, et tout ce que j'entends, je le reçois dans ma langue. Je n'ai plus cette expérience de la difficulté de l'autre, de l'opacité de l'autre, de cette altérité absolue dont parlait mon collègue philosophe ce matin quand il a parlé de ChatGPT, l'expérience de l'altérité, qui est la condition du désir, dont quelqu'un avait également parlé dans la salle. Cette idée de la différence de l'autre, de l'opacité de l'autre, qui est la condition de la relation. La condition de la relation, ce n'est pas une transparence absolue, c'est parce que ce que vous dites m'arrive dans ma propre langue et dans ma propre manière de comprendre, sans que j'ai besoin d'entendre vos mots. Eh bien, ça, c'est ce qu'on perd avec la machine. Et j'espère que nous n'arriverons pas au point où toute traduction serait faite par les machines. Si elles peuvent être des outils formidables, et elles le sont, c'est très bien. Mais si le fait de se coltiner une autre langue, de faire l'expérience de cette autre langue, et à travers l'expérience de la résistance de l'autre langue, avoir ce pressentiment de ce que Walter Benjamin a appelé la langue pure, la langue adamique, celle que nous avons parlé tous avant la confusion de Babel précisément, et dont nous avons le sentiment fragile, mais réel et magnifique dans l'expérience de la traduction. J'ai
une double expérience de traduction. J'ai traduit un texte très technique qui est l'algèbre de la logique, donc le livre de Boole, l'enquête sur les lois de la pensée, qui existe depuis 1854, a attendu mon arrivée de jeune Saint-Louisien pour être traduit en français. Ça, c'était un texte technique que j'ai traduit, donc c'était un de mes premiers livres. Mais j'ai fait une autre expérience qui était celle-ci, de traduire un poème soufi écrit en langue wolof en langue anglaise. Ce qui était pour moi un double décentrement. Je n'avais pas l'habitude de traduire du wolof, évidemment, et je n'avais pas l'habitude non plus de traduire vers l'anglais plutôt que vers le français. Et ça, c'est une expérience singulière et magnifique de deux mondes portés par deux langues éloignées, et quand on arrive à les rapprocher, à faire en sorte que ces langues soient en contact. Les langues sont mises en contact, et c'est une expression qu'utilise Antoine Berman, philosophe de la traduction bien connu, pour parler justement de la beauté de ce que signifie penser ensemble deux langues, les mettre ensemble et faire en sorte qu'elles se touchent, qu'elles s'embrassent même. Il joue sur le côté érotique de la traduction, parce qu'il joue sur le fait que, et ceci est courant dans plusieurs langues au monde d'ailleurs font la même chose, utilisant le même mot de langue à la fois pour l'organe et pour l'idiome, en quelque sorte. Donc l'idée que les langues s'embrassent est quelque chose que la machine nous fera perdre. Voilà ce qu'on perdrait. Magnifique réponse. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne. La deuxième question. Donc, dans votre livre Universalisé, vous citez très souvent Léopold Sédar Senghor ainsi que Aimé Césaire, qui ont parfois une vision de l'universalisme opposée. Donc, parfois avec l'idée de tisser des liens avec l'Occident ou de radicalement briser ces liens. Pensez-vous que nous pouvons résoudre cette tension ou que nous devons plutôt l'utiliser de manière dialectique? Merci infiniment, mon Dieu. Je suis à la noce, à la fête avec ce lycée. Alors, vous avez 1000 fois raison. Et la raison pour laquelle je les cite est double. D'abord, le contenu de ce qu'ils disent. Quand Aimé Césaire parle de l'universel, et il en parle, il dit « Je voudrais un universel riche de tous les particuliers ». Ça, c'est dans la lettre qu'il écrit à Maurice Thorez pour démissionner du Parti communiste français. Il démissionne du Parti communiste français. Alors là, c'est le côté briser les liens. Quand il dit, évidemment, je coupe les liens avec le colonialisme, parce que le colonialisme, c'est un universalisme paternaliste. Et il dit, mais je ne suis pas sûr que le communisme tel qu'il est aujourd'hui, représenté par l'Union soviétique, et il faut se souvenir, il écrit sa lettre en 1956, quelques jours avant que les chars soviétiques entrent à Budapest. Eh bien, il dit, je ne suis pas sûr que l'universalisme du fraternalisme communiste vaille mieux. Et donc, il dit, je vais vous présenter ma démission, mon cher Maurice Thorez, du Parti communiste français, et je voudrais le faire non pas pour m'enfermer dans mon particularisme, je n'ai pas, dit-il, une conception carcérale de l'identité, au contraire, je voudrais l'universel, mais un universel qui soit riche de tous les particuliers. Donc, en termes de contenu, c'était important. Pour Senghor, même chose. Senghor également est un philosophe de la rupture qui parle qui est le père dit de la négritude. On ne peut pas, avec ce mot de négritude, donc l'ensemble des valeurs du monde noir, faire plus particulier apparemment. Sauf que si on lit Senghor, justement, ce qui est plus important pour lui, c'est ce qu'il appelle la civilisation de l'universel. Et il écrit que le seul pan qui vaille, ce n'est pas le pan-négrisme ou le pan-arabisme, mais le pan-humanisme. Alors, il était important pour moi, et vous l'avez bien vu, et je vous en remercie, je vous remercie de la précision de votre lecture de mon travail, qu'il y a à la fois cette sorte de rupture qui est faite avec un universalisme qui, en effet, est un universalisme dominateur et qui peut être arrogant,
ce fraternalisme soviétique où justement Staline a eu à un moment donné à peu près les mêmes expressions que Jules Ferry. Il a dit qu'il fallait tirer les peuples petits frères pour les mener vers les jardins ensoleillés du socialisme. De la même manière que Jules Ferry avait déclaré que l'Europe avait la responsabilité en tant que race supérieure d'apporter, de tirer à soi les races inférieures. Raison pour laquelle, donc, dans le discours sur le colonialisme, Césaire a dit ce qu'il a dit. Donc il était important pour moi, en effet, de présenter ces deux auteurs et de rappeler que leur combat contre l'universalisme impérial était un combat au nom de l'universel. Merci. Merci Souleymane. Troisième question. Faut-il penser à l'âge des transitions, ce nouvel universel, non comme uniquement une destination, mais un chemin où nous pratiquerons le mélange harmonieux de l'un et du multiple? J'adore qu'il s'agisse d'un chemin. Et je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle le choix que j'ai fait au dernier moment pour le titre de mon livre, c'est universaliser. Donc le verbe. Faisant cela, j'ai cité, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de Alioune Diop, le fondateur de la revue Présence africaine, de la maison d'édition Présence africaine et de la librairie Présence africaine. C'est lui qui, en 1959, à un congrès qui s'est tenu à Rome, donc l'année avant les indépendances, la série des indépendances africaines, c'était ce congrès était le deuxième congrès des artistes et écrivains noirs qu'il avait lui-même convoqué et qui s'est tenu à Rome. Ça permettait à Frantz Fanon d'être là, parce que Frantz Fanon, à l'époque, je crois, était interdit de séjour en France. Il soutenait le FLN, donc il valait mieux que la conférence ne se tint pas en France. Eh bien, il avait dit que ce congrès se tenait sous le signe suivant. Il s'agissait, dit-il, de désoccidentaliser, mais de désoccidentaliser pour universaliser. Et il ajoutait: il importe que tous soient présents à l'œuvre créatrice d'humanité. Désoccidentaliser pour universaliser, il importe que tous soient présents à l'œuvre créatrice d'humanité. Autrement dit, la désoccidentalisation n'était pas un refus de l'universel, c'était au contraire la condition de l'universel. La vraie condition de l'universel, c'est que toutes les cultures également, dans leur équivalence radicale, contribuent à l'œuvre créatrice d'humanité. Une phrase d'ailleurs que l'on peut comprendre de deux manières différentes. L'œuvre créatrice d'humanité, c'est-à-dire l'œuvre que l'humanité dans son ensemble crée, ou bien l'œuvre dont l'aboutissement, la réalisation, va être la réalisation de l'universel. Et donc voilà pourquoi le choix que j'ai fait est celui d'un verbe. C'est donc une pratique d'universalisation, et le mot que vous avez utilisé de chemin capture parfaitement cette idée qu'il s'agit d'une pratique. Et je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Dernière question. Pour vous, est-ce que l'art et la traduction sont les seuls moyens d'aller vers l'universel du multiple? L'art et la traduction nous montrent le chemin, pour revenir à ce mot adorable de chemin. L'art, parce qu'encore une fois, quand on regarde les différents arts humains, quand on a la chance de pouvoir les penser ensemble, les voir, les contempler, les penser ensemble dans un même lieu, qui est un musée, lequel musée se donne une vocation universelle, à ce moment-là, nous avons en effet le pressentiment de ce que signifie l'humanité dans sa totalité, et l'humanité comme mouvement créateur, cette fameuse œuvre créatrice d'humanité. On la lit dans les objets. C'est pour cela que mettre ensemble ces objets, faire en sorte que le dieu Gou ne soit pas éloigné de la statue d'Apollon Belvédère ou de la Vénus de Milo, etc., c'est une manière de penser ensemble des œuvres venues d'horizons différents, de temporalités différentes. Et comme le mot trans a été utilisé tout à l'heure, l'époque des transformations, des transitions,
C'est une transtemporalité que l'on met en œuvre et qui consiste à mettre dans un même présent, si vous voulez, des œuvres appartenant à des époques très différentes, mais qui toutes à leur manière sont des représentants de ce que l'humain, partout, est en mesure de dire à travers la forme que cet humain donne à des objets. La manière, pour revenir au concept d'être force, la manière dont on met ensemble des forces inférieures pour les élever en quelque sorte à leur signification spirituelle. Là, je suis en train de citer du Senghor. L'œuvre, ça consiste à mettre ensemble des forces, la force du bois, la force de la pierre, la force de tous ces éléments qui entrent dans la composition d'une œuvre, et l'œuvre, une fois créée, devient quelque chose qui vise ce qu'il appelle la lumière de l'esprit. Il y a une forme de spiritualisation qui est lisible dans l'œuvre. Et donc, quand on dit d'ailleurs, les œuvres africaines, vous en parlez, mais ce n'est pas des œuvres d'art, parce que leur fonction, c'était d'abord de jouer tel ou tel rôle dans telle ou telle cérémonie. Et donc, vous allez avoir l'ethnologue savant qui sait tout, qui va vous expliquer exactement dans quelles circonstances et dans quel type de procession est-ce que le sorcier ou le je ne sais quoi mettait le masque, etc. Oui, c'est vrai, il a raison. Mais le caractère religieux de l'objet, ce n'est pas dans le rôle que cet objet joue dans la cérémonie, c'est dans sa constitution même. Ce qui le fait religieux, c'est que précisément, il manifeste une force de spiritualisation à partir d'éléments tout à fait communs. Il y a quelque chose qui s'élève de cet objet et qui est la lumière de l'esprit, comme Senghor l'appelle, ou comme poète. Et ça, c'est ce que donne à voir ces œuvres-là. Et les voir ensemble, faire en sorte que ça résonne, d'être passé de la victoire de Samothrace à la statue du dieu Gu, ou bien à ces immenses moaïs qui sont venus des îles Rapa Nui, qu'on appelait îles de Pâques. Les penser ensemble, ça a quelque chose d'assez émouvant. Et donc, on devrait pouvoir sortir de ces musées-là en ayant le sentiment d'avoir ressenti quelque chose comme l'humanité que nous avons en partage. Même chose pour la traduction. J'ai parlé tout à l'heure rapidement de Walter Benjamin. Il a un propos assez compliqué. Je vais essayer de le traduire bien. Dans la tâche du traducteur, Walter Benjamin dit la chose suivante: quand le traducteur met en présence deux langues et qu'il fait en sorte d'accueillir dans une des langues, il ou elle, ce qui s'est pensé et créé dans l'autre langue, dans ce moment de traduction, il a le pressentiment, dit Walter Benjamin, d'une langue pure. C'est comme s'il s'agissait d'une troisième langue dont la seule fonction est de mettre ensemble ces deux langues, de faire sentir que dans leurs différences, ces deux langues parlent la même langue qui est la langue originelle de l'humain, la langue adamique. Et donc, elle n'a qu'une existence virtuelle. Elle apparaît dans le sentiment, dans le pressentiment du traducteur ou de la traductrice au moment où il traduit ou elle traduit. Et donc, au terme de la traduction, évidemment, nous nous retrouvons simplement avec deux langues. Celle qui, originellement, parlait de telle ou telle chose, et celle qui a accueilli ce qui s'est dit dans l'autre langue. Mais cette expérience d'avoir touché du doigt le fait que l'humanité partage au fond une seule et même langue qui est enfouie sous la diversité de nos langues et qui n'a pas disparu. La malédiction de Babel n'a pas effacé la langue adamique, elle l'a simplement recouverte par la diversité de nos langues. Et c'est donc comme si, dans l'opération de traduction, nous faisions l'expérience mystique quasiment, c'est du messianisme chez Walter Benjamin, nous avons cette expérience mystique de la langue pure, telle qu'il l'appelle. Et donc, voilà les deux réponses que je voulais faire et la raison pour laquelle je pense en effet que vous avez bien fait de dire que l'art et la traduction nous donnent le sentiment ou le pressentiment de cette humanité que nous avons en partage et de cet universel que nous avons comme horizon. Merci.
Cher Souleymane, mille merci. J'ai le sentiment que nous avons cheminé ensemble ce soir. Nous avons cheminé ensemble, nous avons universalisé, nous avons compris concrètement qu'est-ce que c'était que penser l'universel et être dans l'universel pour penser l'universel. Et avant que vous ne quittiez, je voudrais quand même demander à Raphaël une dernière chose, s'il veut bien. Est-ce qu'il nous jouerait les quelques notes de Some of Those Days dont Souleymane a évoqué le souvenir, ce petit morceau à la fin de La nausée de Sartre.